Salut à tous. Plein de dossiers chauds en ce moment en NBA et ce serait abusé de pas en parler avant même de démarrer cet épisode où on est plutôt là évidemment après sur de la saison 2019-2020 en simulation avec des options qui ont été prises dans les épisodes 1 et 2. Un des dossiers chauds du moment et ça franchement c'est assez insoluble. C'est l'histoire entre Chris Paul et James Harden. L'un et l'autre se renvoyant la balle quelque part sans se la passer. Mauvais jeu de mots. Par rapport à l'échec de ce qu'a pu être la fin de saison des Rockets. Et la problématique, elle est d'autant plus importante maintenant que, ça y est, CP3 a aurait demandé, même s'il y a eu un démenti ensuite par Daryl Morey et lui-même, mais pas possible, les insiders sont très bien renseignés. Il y aurait la demande d'un trade de la part de CP3. Il a dit c'est James Harden ou moi. Et on voit mal les Rockets quand même privilégier Chris Paul par rapport à James Harden. Regardez, je vous ai affiché ce que doit encore gagner Chris Paul sur les 3 prochaines années. Du coup, je l'ai affiché pourquoi Parce que ça pose très très clairement la question suivante. Qui, dans la NBA, qui parmi les 29 autres franchises pourrait bien vouloir de ce salaire sur 3 années, en terminant avec un joueur qui aura 36-37 ans et qui gagnera 44 millions. Voilà, c'est un dossier quasi insoluble. Il faudrait trouver, on pourrait s'amuser. J'ai déjà réfléchi, peut-être que j'en parlerai prochainement. J'ai déjà des pistes sur qui pourrait absorber ça, mais il y a intérêt à accompagner de tours de draft, etc. Et on sait qu'ils en ont pas énorme, les Rockets. Bref, situation de contender très très délicate que celle des Houston Rockets en ce 19 juin 2019, la veille de la draft. Il y a un dossier très chaud, mais un petit peu plus ancien, puisque ça date de quelques jours. C'est l'accord entre New Orleans et les Lakers pour Anthony Davis. On sait que Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, avec tout un tas de tours de draft protégés, etc. Bref, ça va jusqu'en 2024 ou 2025, vont aller du côté des Pelicans en échange de Anthony Davis. Ok. Ce qui fait un roster sur lequel il y a pas mal de spéculations du côté des Lakers, puisqu'on ne sait pas si ils vont réussir à monter encore ou alors affiner le trade avec les Pelicans avec une troisième équipe pour se libérer encore des contrats du petit Bonga, du petit Maurice Wagner, notamment pour libérer du cap et pouvoir attirer un gros joueur pour avoir un Big Three vraiment qui fasse peur à toute la ligue, ou bien est-ce qu'il y aura une répartition un peu plus sage des dollars restants et restera selon ce que décide Anthony Davis et son trade kicker euh, et la possibilité de se débarrasser entre guillemets de tous les autres joueurs du roster, c'est-à-dire de garder plus que Anthony Davis, LeBron James et Kyle Kuzma. Il y aurait la possibilité d'utiliser entre 23 et 32 millions de dollars, donc je vous dis suivant les options prises par les uns et par les autres. On se doute qu'il y a pas mal de discussions en coulisses en ce moment. Est-ce que ça peut suffire à ramener quelqu'un comme Kyrie Irving aux Lakers? Écoutez, la question est posée, il y a des tas de rumeurs, il y avait cette allégeance un petit peu à Irving au cœur du début d'année là vis-à-vis de LeBron James en disant en gros qu'il a été un sale gosse et que il a compris un petit peu ce que peuvent vivre les superstars en charge de la victoire d'une équipe comme LeBron James l'a été, alors que Kyrie n'était qu'un entre guillemets jeune joueur, très très clutch en 2016, et pas que, mais bon, tout de même. Un Kyrie sur la rédemption qui irait du côté des Lakers pour aller compléter un Big Three qui donnerait la migraine à toute la ligue. C'est une possibilité. Maintenant, il n'y a pas que celle-là, il y a également les Nets, dont on parle énormément, les Nets qui posent une question de ce fait, puisque son arrivée elle est assez crédible, à condition au final de se positionner sur le cas de D'Angelo Russell, parce que D'Angelo
il y a une qualifying offer hein, que peut conserver les Brooklyn Nets. Qualifying offer pour évidemment un contrat quasi max, hein, très probablement. Ouais, mais c'est pas la seule option possible. On peut aussi décider de libérer D'Angelo Russell, recruter Kyrie Irving, ainsi qu'un deuxième contrat max ou quasi max. Et les rumeurs ces derniers jours faisaient état de Tobias Harris. C'est un besoin de l'équipe, très clairement. Surtout que la qualifying offer de Randy Hollis Jefferson a été déclinée. Donc c'est une option. C'est une option. Maintenant, il y avait aussi les Knicks dans la balance. Et puis c'est vrai que depuis l'horrible blessure de Kevin Durant, la rumeur a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Donc le favori à l'heure actuelle, c'est Brooklyn. Après, il faut voir encore ce qui va se faire autour. Et évidemment, la ligue est impactée par cette blessure au tendon d'Achille affreuse pour le pauvre Kevin Durant, qui évidemment, du coup, pose plein de questions. Est-ce qu'il prolonge aux Warriors? Est-ce qu'il va quand même signer ailleurs, etc. Ça, on va le savoir dans les prochains temps. Et du côté des Celtics, puisqu'on évoquait Kyrie Irving avant, il y a quand même pour moi un relatif coup de tonnerre. C'est ce opt-out de Al Horford qui décline une dernière année qui était en option joueur à 30 millions. Alors évidemment, tout le monde se dit, ok, il décline parce qu'il y a une prolongation en vue sur 3 années ou quelque chose du style. Manifestement, les négociations ont bloqué à ce point que ça semble être la rupture entre Al Horford et les Celtics. Alors d'un côté, ça donne aux Celtics une marge financière qu'ils n'avaient pas. Mais il y a quand même encore le contrat de Gordon Hayward dans les pattes, il y a Marcus Smart, etc. Bon. Mais surtout, c'est quand même un coup de balai incroyable sur ce que pouvait être le destin annoncé et pressenti par tous de cette équipe de Boston, qui était probablement le contender numéro 1, ou en tout cas pas loin de l'être, en octobre 2018, et qui se retrouve au final peut-être cet été avec une voie de reconstruction. Alors attention, hein, quand on parle de reconstruction, on n'est pas sur une équipe qui va terminer dernière de la ligue. Hein. C'est reconstruction d'une équipe qui probablement va quand même en play-off, hein, mais qui du coup aurait beaucoup plus de mal à aller en finale NBA, par exemple. Voilà, donc c'est le petit point. Et puis, pour refermer ce petit pan d'actualité, que vont faire les Pelicans avec leur pick 4? On aura la réponse à la draft jeudi soir. C'est pour bientôt. Là, pour le coup, on n'a pas besoin d'attendre énormément. Ça va être un beau chantier là encore. Et on peut ne pas avoir de réponse, dans le sens où ils peuvent drafter quelqu'un et au final le transférer un peu plus tard si un échange se fait très tardivement, etc. Vous savez qu'il y a des subtilités dans la NBA avec toutes ces choses-là. Ensuite, on va revenir à notre partie. Notre partie, c'est pas mal de matchs joués au final, et on se retrouve fin novembre, début décembre 2019. Les Grizzlies sont tout en bas au niveau de l'évaluation offensive. Ils sont d'ailleurs aussi en bas de la conférence Ouest, à peu de choses près, avec une évaluation donc offensive catastrophique, défensive moyenne. Voilà, on verra comment ça va évoluer dans l'épisode. Hein. Je ferai encore un point aux 2 tiers de l'épisode et aussi à la fin. On continue un peu à simuler, mais vous verrez, il y a des moments où je vais les faire jouer, parce qu'il n'y a pas de raison de privilégier trop les Sixers. Regardez ce petit tir clutch de Ja Morant qui permet de recoller dans le money time du côté de Memphis, mais face au Brooklyn Nets de Kyrie Irving. Il faut préciser une chose, hein. Vous avez vu Taurean Prince là, vous l'avez aperçu. Il faut préciser une chose là avec ces Nets, c'est que on arrache la prolongation, c'est déjà une bonne chose. Ouais, je me place quand même pas tout le temps du point de vue du tanking, hein. Vous comprendrez, je pense. Si les matchs, bon voilà, sont là, c'est pour essayer de les gagner, et puis on verra bien ce qu'il advient. Hein. On sait qu'on a un tour de draft de Memphis qui est joli, hein, joli Ja Morant. Tour de draft de Memphis qui appartient aux Celtics, mais il y a une protection top 5 dessus. Et c'est vrai que cette protection top 5, si on gagne un peu trop de matchs, elle risque de nous le faire échapper. Hein. Donc très clairement, il y a péril en la demeure en vue d'un excellent choix, alors qu'on a tapé les Nets en prolongation. Il y a péril en la demeure d'un certain côté, mais
on peut encore faire une Pelicans. On sait jamais. Puis là, on voit au début de l'épisode les classements à l'Est. On voit que donc les Sixers font un début d'année presque étonnant, quelque part. On a en bas quelques équipes, notamment les Raptors, qui sont pas à leur place. Pour les Wizards, à la limite, ou les Hornets, je peux comprendre. Et puis il faut aussi dire que l'Est est assez compétitif. Donc la NBA d'ailleurs en général là, dans cette ligue là que j'ai un peu façonné hein, à l'intersaison précédente, je vous avais un peu dit comment et pourquoi. La NBA est un peu plus compétitive parce qu'il y a une forme de nivellement des valeurs. On a essayé de penser les choses un peu dans l'intérêt de chaque équipe. Ce qui est du coup fatalement comporte des failles, hein. J'en suis conscient, il y a forcément des failles dans ce truc-là. Parce que vous pouvez pas tout penser dans l'intérêt de chacun et finalement donner la préférence à chaque équipe. Puisque forcément ce qui se fait au profit d'une équipe peut se faire éventuellement au détriment de d'autres équipes, fatalement. Hein. Mais j'ai essayé vraiment d'être neutre dans pas mal de choix et de faire en sorte que les choses soient les plus équilibrées possibles, tout en sachant qu'on fera jamais d'un âne un cheval de course. Hein. Exemple, Charlotte Hornets avec tous leurs contrats horribles sur l'année 2019-2020, on peut pas en faire une équipe sauf trade massif, mais qui à mon avis ne peuvent pas avoir lieu réellement. Donc en essayant de garder une forme de réalisme, pas possible de faire en sorte que les Hornets soient tout de suite compétitifs. Voilà, c'est un exemple. Et donc on se retrouve là avec des Sixers qui sont opposés aux Atlanta Hawks. Donc je rappelle, il y avait eu un trade dump de Miami avec ces Hawks. Et dans ce trade, bien sûr, l'objectif pour le Heat, c'était de se débarrasser d'Hassan Whiteside. Et donc voilà, Atlanta qui avait du cap space avait virtuellement donc accepté le truc, tout en se disant que c'était pour eux peut-être l'idée de se renforcer au poste 5 en attendant l'éclosion de Jackson Hayes, qui avait été choisi en numéro 10, en attendant son éclosion, avoir une année de Hassan Whiteside. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, c'est une option, je dis pas que c'est la meilleure, c'en était une en tout cas, et on peut voir que l'efficacité est assez mesurée, parce que je pense qu'un Collins ou un Trae Young ont encore besoin de progresser, et puis le jeune Little aussi, qui a été pris, là c'est un reach, hein. J'ai vraiment clairement fait un reach avec ce Little qui n'est pas attendu, choix 8 à la draft qui aura lieu, je parle le 19, je pense que l'épisode sortira le 20, il n'est pas attendu top 10, hein, Nasir Little, mais voilà, j'ai tenté un reach, ça arrive, après on verra si... Moi je sais que dans Touquet c'est une bonne pioche en fait, voilà. En faisant ça pour les Atlanta Hawks, je sais que je les ai pas volés sur le long terme en fait, parce que Little c'est quelqu'un qui, voilà, si on prend la classe de draft que j'ai téléchargée, mais aussi d'autres, hein, Little c'est quelqu'un qui apporte en tant que 3&D, bien un joueur assez intéressant. Allez, là on est avec une opposition plutôt marrante, puisqu'on est avec les deux équipes qui sont l'objet de cette série d'épisodes, avec donc les Grizzlies qui se retrouvent, j'ai pris la manette du coup avec les Grizzlies, qui se retrouvent face à nos Sixers protégés également. Donc j'ai joué avec les Grizzlies en me disant comme ça tu fais le max pour gagner, puis si tu perds, et finalement il n'y a pas de drame total, quoi, puisque perdre ne nous déplaît pas tant que ça avec les... Joli Ja Morant encore une fois, il est fin le joueur, il est fin, c'est un bon attaquant. Perdre n'est pas dramatique, puisqu'on regarde, c'est amusant, elle est belle cette action, elle est trop rigolote de Embiid, là, c'est pour ça que j'ai refait un petit replay, bam, il y a pas une petite faute offensive à tout hasard, hein. Je dis ça, je dis rien, mais c'est énorme, le jeu il laisse la faute offensive là de Embiid impunie, et vous verrez un tout petit peu plus loin dans l'épisode, il y a une autre séquence où Joel Embiid va comme ça commettre une faute offensive non punie, et on s'accroche, hein, on est pas mal, hein. Grizzlies pas mauvais, hein, dans ce combat face aux Sixers,
Faut dire que Jackson, c'est vraiment énorme. Morant, on a vu que par séquence, il peut être sublime. Et puis à côté, c'est sûr que ça casse pas trois pattes à un canard, hein, mais la force intérieure d'un Favors ou d'un Nerlens Noel par séquence peut être vraiment une bonne pioche en fait. Après, pour le reste de l'effectif, je m'étendrai pas des masses parce que c'est vraiment pauvre. J'ai pas encore changé le maillot de numéro de Kyle Anderson, je m'en excuse auprès de la personne avec qui je discutais de ça il y a pas longtemps. Je le ferai très très vite, on va lui rendre son numéro 1 à Kyle. Mais, euh, mais voilà, j'étais dans l'idée de beaucoup d'autres choses. Tiens, petit focus sur les Clippers. Les Clippers avec Kawhi Leonard, on est donc dans l'option selon laquelle Kawhi ne resterait pas à Toronto. À l'heure actuelle, je vous avoue que je crois qu'il va rester à Toronto. Donc ça chamboule tout en fait. Mais c'est pas grave, c'était une option comme ça qui était prise. Puis rien ne garantit qu'il va rester tout de même. Après tout, il a la liberté de partir d'une part, puisqu'il a gagné finalement sa liberté au bout de 8 années de contrat, ou 7, je sais plus. 8, c'est 8. Donc il a gagné sa liberté, il a le choix d'aller où il veut, et en plus de cela, la seule année, si jamais il partait, hein, la seule année où il aurait été du côté des Raptors, il y aurait eu un titre. Donc quelque part, il a vraiment plus que jamais le droit de partir. Après, en fonction de ce qui se passe à l'Est, on pourrait vraiment se dire que les Raptors, ils auraient peut-être encore un spot pour 2020, être champion en 2020. Si l'équipe restait la même, par exemple, ce qui est faisable, hein, puisqu'il reste grosso modo une année à la majorité des joueurs. Je pense par exemple à une option que Gasol pourrait activer. Il reste une année à Ibaka, il reste du contrat rookie à Siakam, donc ça va, ça bouge pas. Il reste une année à Kyle Lowry avant une prise de décision. Il reste comme ça l'ossature. Ce qui fait que les Raptors, en fait, ils ont un spot incroyable au cas où il y aurait un affaiblissement des Sixers, qui est plus que probable par rapport au roster là qui a terminé l'année, où il y aurait un relatif affaiblissement des Bucks pour des raisons financières, je l'ai déjà évoqué dans l'épisode 1, et un affaiblissement aussi des Celtics, puisque les Celtics peut-être basculeraient dans une forme de reconstruction de contender, quoi. Et ça, je l'ai évoqué au début de l'épisode. Donc, c'est pas interdit de penser que Leonard puisse rester une année aux Raptors en se disant allez, on va essayer d'aller en chercher un deuxième de titre et on reste tous ensemble et puis après on voit bien quelle est la suite de l'histoire. Donc option pas impossible du tout. Regardez, cette fin de match elle est assez serrée, il y a l'insolence de Klay Thompson qui n'a pas arrêté de nous bombarder, on se serait cru en finale NBA tellement Klay Thompson a été décisif et clutch. Ça veut dire la même chose, je voulais dire décisif et adroit à 3 points, pardon. Désolé. Et voilà, on arrive à arracher un stop défensif essentiel. Je laisse la continuité, on va jouer au poste. On va jouer au poste et on va tenter la gagne par Kawhi Leonard. Regardez. Petit fadeaway à suivre. Badaboum. Voilà le petit beater, buzzer beater pour Kawhi dans ce match un petit peu choc de l'Ouest face aux Warriors qui sont globalement dans la partie, ils se maintiennent top 4 on va dire, ils sont top 4 de l'Ouest autour de Curry, Thompson, Green et Cousins qui a accepté une année encore un petit peu en dessous de ses prétentions salariales normales pour pouvoir peut-être aller chercher la bagouze qu'ils n'ont pas réussi à choper en 2019, donc à la limite ça peut arriver, ça. On peut imaginer qu'il fasse encore un sacrifice financier. Et puis voilà, il y a des petites séquences comme ça, vous verrez avec double screen, où j'avance un peu en parallèle avec les deux équipes, avec les Sixers et les Grizzlies. Donc voilà, je vous ai mis à quel game ça correspond à chaque fois. Petit décalage de matchs joués entre les deux équipes. Les Grizzlies ont un petit peu de retard. Il y a bien un moment dans la saison où ça va s'équilibrer de toute façon. Mais ils ont un petit peu moins de matchs joués que les Sixers. C'est depuis le tout début quasiment qu'il y a un décalage comme ça qui s'est installé.
Et donc, ouais, ben, mon seul objectif du côté des Grizzlies, c'est évidemment de ne pas blesser, de manière grave en tout cas, qui entraverait la progression, de ne pas blesser les amis Morant ou Jackson Jr. Et puis, de temps en temps, petite entrée en jeu pour les uns ou pour les autres. Là, en l'occurrence, c'est pour les Sixers qui sont un peu mal en point. Du côté de Toronto, ou plutôt face à Toronto. Toronto qui est plutôt dangereux malgré tout, en fait. Parce que vous enlevez Lennard, mais il y a quand même encore une équipe de vieux briscards qui est loin d'être faible. On voit que notamment il y a eu un fall trouble avec Embiid là, qui se retrouve à faire dans le Money Time 3 fautes d'affilée sur Gasol. C'est assez consternant et Gasol à chaque fois va chercher les lancers. C'est ce qui me coûte un peu cher dans cette fin de match. Une faute stupide là, voilà, la troisième. Elle est débile celle-là, mais voilà encore Gasol sur la ligne qui nous empêche de recoller comme on aurait voulu. Et donc c'est une défaite. Une défaite du côté d'une équipe qui avait gagné très peu de matchs jusque-là. Donc assez étonnant. Et puis vous voyez que dans le même temps, je fais des re-signatures. Du côté des Grizzlies, on a donné du contrat à des gens que j'estime et sur lesquels j'ai foi en l'avenir. C'est le jeune Javon Carter, poste 1, et également un autre qui me tape dans l'œil, mais grave, c'est Ivan Rabb, qui s'est aussi vu prolonger de 4 années. À chaque fois, ce sont des deuxièmes tours, ce sont des deuxièmes tours de draft, et le CBA, le contrat donc en vigueur en NBA, n'est pas du tout similaire pour les premiers tours et les deuxièmes tours, puisque vous savez que quand une équipe draft au deuxième tour, c'est elle qui choisit le type de contrat qu'elle offre, et donc la prolongation peut se proposer aussi dans des modalités qui sont pas exactement les mêmes. Voilà, pour expliquer la re-signature de Rabb et Carter en cours de saison. En fait, je les prolonge avant qu'ils ne soient trop chers. Et puis, vous avez vu qu'on est en situation de devoir faire face, du côté de Philadelphie, à une blessure assez dramatique de Ben Simmons, il faut quand même pas se mentir. Blessure dramatique, 8 à 10 semaines, waouh. C'est un des pires trucs qui puisse arriver. Enfin, il y a pire, il y a le tendon d'Achille, il y a les croisés, etc. Mais c'est quand même pas bien sympathique. Et du coup, à 25 victoires et 3 défaites, je me retrouve face à quelque chose qui est un véritable tournant dans la saison là des Sixers, puisque on caracolait en tête de l'Est, et avec l'absence de Simmons, honnêtement, ça va plus être la même histoire. Donc je joue le premier match sans Ben Simmons. Il y en aura de très nombreux et on les jouera pas tous bien évidemment. Mais le premier match, je le joue. On a quand même encore un duo majeur en les personnes de Jimmy Butler et évidemment Joel Embiid. Donc on a quand même encore une équipe qui est loin d'être peu performante. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est supra performante. Et par contre, la nécessité de donner du temps de jeu à quelqu'un qui ne jouait pas jusque-là et qu'on a drafté au deuxième tour. Au deuxième tour, donc l'été qui a précédé, c'est le jeune Jordan Bone. Donc ça, c'est un joueur. Je vais pas vous faire semblant. Je ne connais pas Jordan Bone. Je ne suis pas spécialiste des mock drafts. En tout cas, je m'intéresse beaucoup au truc, mais pas suffisamment au point de pouvoir vous parler en détail de qui est Jordan Bone. Voilà, c'est donc un joueur qui était là, qu'on a pris parce qu'il avait simplement un potentiel athlétique et que on avait, regardez, la deuxième, je vous l'ai promise, la deuxième petite séquence où blah, le coup dans ta gueule, c'est énorme. Franchement, elles me font kiffer ces séquences avec faute offensive de Joel Embiid, elles sont mythiques. Et donc Jordan Bone, je reviens, va du coup absorber les minutes qui ne sont pas disputées par Satoransky, puisque je vais pas le faire jouer 48 minutes à Satoransky. Et puis finalement, on avait la possibilité aussi sinon de recruter quelqu'un, un free agent, très clairement. Mais en l'occurrence, non, je préférais jouer, du coup permettre aux jeunes de se développer. Parce que je reste persuadé qu'à Touquet, comme ça, si vous faites jouer un jeune joueur,
même 9 à 12 minutes par match en moyenne, hein, ce n'est pas grand-chose. Vous avez infiniment plus de chances, alors qu'il y a eu un énorme 5x5 de Joel Embiid à signaler. Vous avez beaucoup plus de chances que le type se développe, et donc c'est ce qui nous intéresse, hein, parce que la voie que j'ai choisie avec ces Sixers, c'est tout de même l'idée de la reconstruction d'un contender. Et ok, on va me dire, ouais, t'as un trio majeur et tout, de quoi tu nous parles, pourquoi tu parles de reconstruction? Bah, quand même, hein, je suis désolé, mais mis à part Embiid, Simmons et Butler, et puis à un degré inférieur, Redick et Mirotic qui sont spot-up shooters qu'on connaît, hein, honnêtement, derrière, c'est hyper juste. Pour vous dire, notre 6e homme, c'est Zaire Smith. Voilà. Parce que Trevor Ariza, il a vachement régressé. Donc le 6e homme, vraiment le vrai 6e homme de cette équipe, là je peux vous en parler en ayant joué un paquet de matchs, c'est Zaire Smith. Donc quand vous êtes avec un 6e homme qui a 73 de général, pas me raconter des histoires, on est quand même pas non plus favori de la ligue, quoi, hein, très clairement. Donc il y a une forme de reconstruction qui, on va dire, s'effectue avec la bénédiction de Butler, qui a signé 4 ans, qui était, on va dire, virtuellement d'accord avec l'idée d'aider à développer et de jouer le truc sur 2-3 années, quoi, hein, au minimum, avec un Embiid qui est sous contrat longue durée, donc voilà, il est jeune, il peut encore progresser, on peut encore dire Joel Embiid peut supporter peut-être ce genre de situation, et un Ben Simmons qui est encore dans la dernière année là de son contrat rookie, donc qui n'est pas à l'aube d'un départ, loin s'en faut, puisque on a, je rappelle, possibilité de s'aligner sur n'importe quelle offre à l'été qui suit. Donc, ok. Après, on sait que c'est pas tellement comme ça que ça se passe en NBA. Il faut quand même que le mec adhère au projet. S'il adhère pas au projet, il demande son trade et on est un peu obligé de l'envoyer. Même ça, Touquet ne le prend pas en compte. J'ai déjà pensé à ce qu'on pourrait éventuellement faire au cas où Ben Simmons s'avérait ne plus avoir envie de faire partie de cette équipe, ou si l'on décidait que ce n'est pas le meneur qu'il nous faut. C'est une autre possibilité, ça, mine de rien. Hein. On peut aussi penser ça. Hein. Donc voilà, assiste à une petite victoire encore une fois dans le Money Time de cette équipe des Grizzlies. Je sais pas s'il faut s'en réjouir ou s'en plaindre. Moi, je préfère m'en réjouir. Je me dis que c'est quand même toujours fun de gagner des matchs. Et donc voilà, délicat l'histoire de Ben Simmons, parce que honnêtement c'est quand même un profil très atypique. Vous avez quelqu'un qui rentre pas un shoot à plus de 4 mètres, hein. C'est quand même spécial, hein, en NBA. Très peu de joueurs, à part des gros pivots bien dissuasifs, alors qu'on voit là un petit bilan aux 2 tiers de l'épisode. Là on est au 3 janvier, on voit un peu les forces en présence, les équilibres à l'Est, et on peut constater quand même que nous on est en train de perdre notre avance, et puis il y a des équipes qui commencent à s'affirmer comme faisant partie probablement du top 4, top 5 à l'Est. On switch sur les Grizzlies, avec un Houston suivi de très peu par les Clippers qui dominent l'Ouest, avec des Warriors qui sont calés, des Suns et des Timberwolves ainsi que des Spurs qui n'ont pas un mauvais bilan du tout, au contraire, hein, c'est pas mal parti pour les playoffs. Et puis derrière, il y a des équipes qui galèrent, et au rang de ces équipes qui galèrent, hein, il y a les Lakers qui sont pas du tout certains encore d'y aller à ce stade-là. Alors vous voyez, j'avais fait le trade, hein, je l'avais envoyé à Anthony Davis, sauf que moi, si vous vous souvenez, je vous avais montré, je l'avais envoyé du côté des Lakers, mais seulement contre Ball, contre Ingram, contre le pick numéro 4, et également donc Culver en l'occurrence. Le pick 4 avait été converti en Jarrett Culver, hein, et un autre tour de draft pour une année ultérieure. Je pense qu'il s'agissait de 2021. Voilà ce que j'avais fait. Puis en fait, Josh Hart, en fait, il faudrait le bouger maintenant. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attendre la draft. Comme ça, on va bouger un peu tout le monde. Surtout que c'est cool. Moi, j'arrive bientôt au 15 janvier. Et vous savez très bien que dans Touquet, au 15 janvier, vous pouvez commencer à bouger pas mal de joueurs. Parce que, y compris les qualifying offers,
peuvent dégager, puisqu'il y a comme ça voilà, des protections de contrat qui sautent à ce moment-là. Donc on insiste au poste bas pour essayer de faire mal, voilà, du côté des Lakers. Lakers, moi j'ai joué la voie un peu, on va dire, sage, pas délirante, celle où on ne cherche pas à avoir 3 superstars. On va me dire peut-être que tu aurais dû, peut-être, hein, franchement. Hein. Mais moi j'ai plutôt essayé de répartir le pognon sur des shooters. Sur des shooters, on a vu Terence Ross, dizaines de millions, hein, forcément. Hein. Terence Ross, il a des prétentions, hein, avec ce qu'il a montré du côté d'Orlando. Et puis également un Bojanovic, hein, les Lex Pacers. Encore une fois, on est sur un spot-up shooter, mais aussi pas mauvais en défense. On est sur quelqu'un qui est très complet, qui peut apporter beaucoup à une équipe qui a besoin comme ça de shooters. Donc c'était les choix que j'avais fait. On réajustera tout ça dès que ça va se préciser. Et puis si on voit qu'il y a trop de choses qui sont totalement en décalage avec la réalité, ben, ciao la partie, et puis on reprendra les choses tranquillement au niveau de la draft. C'est pour ça que j'avais fait des sauvegardes, c'est aussi pour ça que je vous avais dit que si vous sauvegardez votre commencer maintenant, là, vous le sauvegardez à plusieurs moments fatidiques, vous êtes peinard, vous pouvez quand même arriver à vous bricoler une nouvelle partie très rapidement, dans laquelle vous pouvez remettre à jour tout ce qui doit l'être, parce que c'est vrai qu'il faut quand même avouer qu'on est dans une NBA là, qui est juste folle. La NBA est totalement folle en cette fin juin là, où toutes les spéculations sont possibles et on assiste vraiment à des choses. En fait, on peut même pas prévoir ce qui va se passer le lendemain. On peut même pas savoir ce que les Pelicans, je l'évoquais tout à l'heure, vont faire de leur choix 4. Ils peuvent le garder hein, aussi. Hein. On peut même pas savoir s'ils vont pas, à un moment donné, transférer un Jrue Holiday. On sait pas. Parce que Jrue Holiday, c'est quelqu'un qui peut énormément intéresser une équipe qui veut jouer le titre. Hein, donc, on sait pas ça. On sait pas si Chris Paul peut trouver une équipe qui peut l'accueillir, dans la mesure où le divorce serait totalement définitif avec James Harden. Si ça se trouve, la nuit qui vient, et avant même que je sorte cet épisode-là, pendant que je serai en train d'uploader sur YouTube, il y aura un trade de CP3 au Miami Heat. On n'en sait rien en fait. Il y a vraiment une phase de folie totale dans cette NBA. Puis alors, là, j'ai, de même qu'aux Sixers, j'ai abordé une phase... ouais, tant pis. Je me suis dit, je sacrifie éventuellement les résultats dans mes deux équipes au profit du développement, si possible encore un peu plus rapide, en tout cas efficace, je l'espère, des jeunes. Voilà mon état d'esprit. Je me suis dit, tu étends les rotations. Donc étendre les rotations, c'est fatalement enlever quelques minutes à vos meilleurs joueurs, c'est donc éventuellement être impacté, alors qu'on voit que Ja Morant est trop petit pour rattraper le alley-oop. Mais heureusement après sur pick and roll on arrive toujours à bricoler. Encore une fois, Ivan Rabb, c'est très très bon. Hein. Ivan Rabb, attention. Celui-là je lâche pas. Il a l'air super fort. Honnêtement, c'est plutôt intéressant, je pense, de donner pas mal de minutes à pas mal de joueurs. Du coup, aux Grizzlies, j'ai étendu à 12 joueurs la rotation. Alors évidemment, il y en a certains qui n'ont pas beaucoup de minutes, mais au moins ils jouent. Et du coup, voilà, je vais tester comme ça ma nouvelle rotation sur ce match face aux Pistons. Vous avez vu, c'est pas passé loin d'un CJ Miles qui nous arrache la victoire presque au buzzer. Ça aurait été sympa. Après, derrière le shoot de Drummond des ratés, ce qui envoie tout le monde dans une prolongation au cours de laquelle Ja Morant joue la carotte. Bam! Ça a été énorme sur ses qualités athlétiques. Il va comme ça nous faire recoller à 39 partout. Match assez défensif, parce que quand vous vous retrouvez derrière une belle action de Ja Morant qui va provoquer le retour en zone, quand vous êtes à 39-39 en début de prolongation, ça veut dire qu'on est en équivalent de moins de 100 points marqués, et donc match plutôt défensif. On pourrait aussi dire balle de match. Non, on pourrait aussi dire faillite offensive des deux côtés. Hein. Je crois que d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il vaudrait mieux dire. Il vaudrait mieux parler de la faillite offensive plutôt que d'un réel impact défensif, parce que certes, vous verrez après, je vous montrerai les stats à la fin, les stats d'équipe. Les Grizzlies ne sont pas du tout dans cette version-là.
pas du tout une mauvaise défense. Hein. Très clairement, c'est une bonne défense. Maintenant, offensivement, c'est la Bérésina. Et du côté des Pistons, si vous enlevez la force de frappe, aïe aïe aïe, celui-là il fait mal. Hein. Il fait très très mal à une seconde de la fin, le rebond offensif de Dédé Drummond. On va avoir l'occasion avec Brooks. Ah là 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 là, il le rate. Il le rate. Il n'a pas été clutch, Brooks. Donc voilà, faillite offensive. Regardez les petites croix là, et puis les pourcentages dégueulasses, zone par zone. Ok, je crois on a bien compris. Il y a eu un gros Dédé Drummond, un gros Griffin, et puis voilà. Puis de notre côté, le Morant et Jackson Jr. n'ont pas été ridicules. C'est toujours ça, il faut les regarder. On met 40 points au Knicks de Kevin Durant, quoi. C'est juste invraisemblable. Voilà, ensuite des Sixers qui peinent du côté des Mavs. Je vous avais parlé des Mavs, je vous avais montré qu'ils étaient dans un bilan un peu dégueulasse. Mais sachez qu'ils vont mieux. Ils vont un peu mieux, et comme par hasard, ça coïncide avec le retour de blessure de leur pivot, Jonas Valanciunas, qui avait été voilà, un petit cadeau qu'on avait fait aux Dallas Mavericks. Petit cadeau aux joueurs, hein, ça existe en NBA, hein, qu'on laisse comme ça un joueur sur... c'est pas sa fin de carrière, hein, Valanciunas, il est assez jeune, hein, mais bon, qu'on le laisse aller dans une équipe qui peut peut-être jouer davantage les premiers rôles et quitter une équipe en reconstruction. Donc c'était le petit cadeau qu'on avait fait. On avait récupéré des petits assets sans grande prétention, mais c'est toujours ça de prix. Et voilà, du côté des Sixers maintenant, pour un petit match face aux Pacers. Pacers, pourquoi est-ce que je joue ce match? C'est parce que j'ai une grande interrogation. C'est pourquoi est-ce que les Indiana Pacers sont autant à la rue dans la partie? Voilà, c'est mon... J'ai pas de réponse. Et en jouant le match, vous allez voir, j'en ai eu un petit peu plus de réponses. Donc, on se détache au score assez rapidement. Il y a un Jimmy Butler qui est juste au niveau qu'on peut connaître la majeure partie du temps, c'est-à-dire un joueur incroyable. Regardez, petit zoom, hop, Horton Tucker. On l'a introduit dans la rotation, après l'avoir viré, puis remis, bref. Maintenant, je le fais jouer. Tant pis, c'est pas grave. Dans la foulée, joli move du petit Jordan Bone. On se régale en fait, c'est le blowout. Hein. J'ai honte du blowout, mais par contre, c'est l'occasion de montrer en action. Voilà, le petit aussi McDaniels. Voilà, j'ai donné du temps de jeu à mes jeunes. McDaniels, il est dégueulasse, hein. Il a 70. Hein. Bone, il a 71. L'ami Zaire Smith est à 73, 74, pas plus. Enfin, il y a comme ça des jeunes qui ont pas grand chose. Horton Tucker, il a 73. Donc, je me dis, allez, tu fais jouer. Le bilan, il sera ce qu'il sera. De toute façon, en playoff, on va y aller. Et puis, on verra bien quand on récupérera Ben Simmons. Voir un petit peu comment ça se passe. Regardez à l'Est, donc, les Pacers qui sont en galère totale. Moi, je pense que c'est parce qu'il manque de dureté au final. Parce que je trouve que j'ai un peu trop de facilité à marquer les paniers face à eux. Surtout comparé à d'autres équipes. Ensuite, du côté de l'Est, vous avez vu, les Wolves sont un peu tombés. C'est maintenant les Rockets et les Clippers qui jouent les premiers rôles, avec des Houston Rockets dominateurs au niveau de l'impact dans les statistiques. Alors là, vous voyez, on est dans le virtuel total, parce que normalement, CP3, Houston, c'est terminé. Hein, donc bientôt, il va falloir réajuster tout ça. Favori pour le MVP, James Harden. Il y a une jolie brochette avec Embiid, Antetokounmpo, Leonard. Le Rookie of the Year, on a notamment jolie performance à mentionner de Kobe White et de Nasir Little, qui sont peut-être pas forcément attendus top 5. En tout cas, c'est le cas. Défenseur de l'année, Anthony Davis dans les starts devant Leonard, c'est réaliste. Le petit point sur les votes à l'approche du All-Star Game. On voit d'ailleurs par exemple la chute un peu de Ben Simmons. Ben oui, normal, il ne joue pas, donc il recueille beaucoup moins de votes. Le jeu est ainsi fait. On a les offensive et defensive ratings pour constater que Philadelphie se porte très très bien et que Memphis est une attaque calamiteuse, mais plutôt une bonne défense, puisqu'elle est dans le meilleur quart de la NBA. Et ce qu'on peut également compléter par rapport aux Grizzlies, c'est, écoutez, pire pourcentage à 3 points d'une part,
et 3e meilleur pourcentage de rebond offensif. C'est marrant quand même, hein. Donc ça nous donne des pistes pour la suite. Et ben voilà, je m'arrête ici. On est à quarantaine de minutes, je pense que c'est assez long à suivre. Ben, vous voyez, on va pouvoir avancer pas mal, hein, puisqu'on est au 11 janvier. On va pouvoir aller assez loin dans l'épisode qui suivra. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série, et peut-être également du Detroit Pistons, puisque le défi n'est pas terminé, et on s'interdit pas une ou deux petites échappées à droite à gauche. À plus, bye bye.